L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous sur KTO Radio. Durant cette première semaine de janvier, la rédaction de KTO vous propose de dresser un panorama de quelques grandes problématiques pour l'année qui vient. Et nous sommes heureux de retrouver ce matin le Père Christian Mélon. Bonjour et bonne année, Père. Bonjour et bonne année à tous les auditeurs Vous êtes et jésuite, auditrices. vous êtes membre du Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS, et spécialiste de Oui, la pensée sociale de l'Église. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces questions migratoires. Peut-être pour commencer, je vous propose de nous placer dans un contexte mondial, parce que selon le dernier rapport sur l'état de la migration réalisé en 2022 par les Nations Unies, le nombre de migrants au niveau mondial a augmenté ces 50 dernières années. Il y a 3 fois plus de personnes migrantes qu'en 1970, et avec des augmentations notables et de manière quasi équivalente, à la fois en Asie et en Europe. C'est une manière de rappeler que la migration, c'est un phénomène et un défi mondial. Père Mélon. tout à fait. Mais dès qu'on touche aux chiffres, il faut savoir si on parle en chiffres absolus ou en proportion. L'ONU a raison de dire qu'il y a une augmentation forte, mais elle n'est pas du tout considérable puisque on était autour de 2,9% il y a 30 ans, 2,9% de la population mondiale qui était qualifiée de migrante, c'est-à-dire les personnes qui vivent plus d'un an dans un pays différent de celui de leur naissance. On était à 2,9, on est maintenant à 3,6. Alors évidemment, comme entre-temps la population mondiale a été énormément multipliée, ça fait en chiffres absolus, ça fait beaucoup. Mais enfin, vous voyez, on n'est pas quand même devant un phénomène tout à fait nouveau par son ampleur. Passer de 2,9% à 3,6, c'est significatif, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est aucun doute là-dessus. Mais enfin, c'est pas non plus le grand problème de. Il faut jamais oublier d'ailleurs que dans ces chiffres-là, on ne parle que ceux qui franchissent une frontière. Hein, les migrants sont ceux qui vivent dans un pays différent de celui de leur naissance. Mais il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur des pays. Donc, ils ne sont pas comptabilisés par l'ONU. Les gens qui changent de région parce que ça devient trop chaud ou inondé ou je ne sais pas quoi. Enfin, notamment tous ceux qui sont victimes, je dirais, du réchauffement climatique ou des différents changements météorologiques ou des catastrophes naturelles. Tout cela, il ne rentre pas dans les statistiques des migrations. Quels sont pour vous les points d'attention ou les perspectives qui sont importantes à noter dans ce phénomène mondial ? Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est d'une part de le relativiser, comme je viens essayer de le faire. Il ne s'agit pas de nier l'importance, mais enfin, c'est pas la grande question qui viendrait occulter toutes les autres. Je pense que la question, notamment de l'avenir de la planète, ou plus exactement de l'habitabilité de la planète, est nettement plus importante. Mais en ce qui concerne ces 3,6% de personnes qui vivent durablement dans un pays autre que celui de la naissance, la question, c'est celle de la dignité de leur vie. Est-ce qu'ils sont acceptés, intégrés, ou est-ce qu'ils sont considérés, comme c'est hélas trop souvent le cas, et c'est déploré d'ailleurs souvent par le pape François, ils sont considérés comme moins que rien, ou ayant des droits moindres, ou même une dignité qui n'est pas reconnue. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus préoccupant. Et ça concerne tous les pays du monde, bien sûr. Vous citez le pape François et de fait beaucoup en tête ses paroles fortes, ses gestes, ses visites. Et pour autant, vous ne cessez de rappeler la grande constance du discours de l'Église, alors même que l'accueil de l'étranger marque l'histoire du Christ de sa naissance. Alors, tout à fait, vous avez raison. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'écrire ou de parler sur ces questions, je fais exprès de ne pas mettre trop en avant le pape François parce que c'est tellement connu, et encore son merveilleux discours de Marseille récemment, mais beaucoup de gens ignorent que Jean-Paul II, on peut aussi remonter à Jean XXIII et Paul VI, mais que Jean-Paul II a dit des choses très fortes sur l'accueil, notamment de ceux qu'on appelle sans-papiers, les personnes en situation irrégulière, disait-il, et que l'attitude, c'est le fameux discours, c'est le message de 1996 pour
la journée du migrant et du réfugié, il recommandait aux chrétiens d'avoir vis-à-vis de ces personnes une attitude d'accueil qui ne soit pas limitée par la loi, mais par la solidarité. Voilà. Qu'as-tu fait de ton frère? Je cite là le pape Jean-Paul II. Qu'as-tu fait de ton frère? La réponse ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. Voilà, Voilà, l'enseignement social de l'Église 1987. distingue d'ailleurs les migrations selon si elles sont contraintes ou non, et l'Église défend le droit d'asile. On peut mentionner aussi le catéchisme de l'Église catholique à Ah l'article oui, oui, tout à 2241 fait. qui dit les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Voilà, c'est un article de catéchisme, donc très important. Et quelque chose qui n'a pas suffisamment été noté, c'est qu'il met, on trouve dans la même phrase, dans la phrase, les deux motifs de migration contrainte, la persécution, la guerre, etc., mais aussi l'absence de ressources vitales. C'est-à-dire quand une personne quelconque ne trouve pas là où elle vit de quoi vivre, et de quoi vivre normalement, dignement, pas simplement vivre par des apports des ONG, etc., mais vivre, elle a le droit d'aller chercher ailleurs. Voilà. Et les nations mieux pourvues sont le devoir de les accueillir. C'est très intéressant de voir que l'Église catholique, sur ce point, va beaucoup plus loin que le droit international qui ne reconnaît comme motif légitime de migration contrainte que la persécution, enfin le danger que l'on court soi-même à cause de ses opinions ou de sa religion. Enfin, il y a toute la liste des motifs de la Convention de 1951, la Convention de Genève, mais l'Église catholique, pour elle, quelqu'un qui ne peut pas vivre, qui n'a pas les moyens de vivre dignement là où elle est, a le droit d'aller chercher ailleurs de quoi ces ressources vitales qui sont essentielles. Ouais, et Benoît XVI insiste sur le bien commun aussi, autour de cette question de la migration. Alors, le bien commun, c'est absolument central dans toute la pensée sociale de l'Église. La question, c'est que le bien commun, donc, il y a deux choses à dire sur le bien commun par rapport à ça. Il y a d'abord que c'est la seule raison pour un État de limiter ou de contrôler l'immigration de façon restrictive. Voilà. L'Église ne conteste pas aux États le droit d'avoir des politiques migratoires, à condition qu'elles soient orientées uniquement, enfin que les exceptions que l'on fait au droit de migrer soient motivées uniquement par le bien commun, donc pas par l'idéologie, pas parce que ça coûterait cher, etc. Disons le bien commun de la société où arrivent ces migrants. C'est ça qui autorise éventuellement qu'on fasse des politiques, disons, de contrôle. Voilà. La deuxième chose qu'on peut dire sur le bien commun, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on peut dire, l'Église n'utilise pratiquement plus jamais l'expression bien commun sans y ajouter l'adjectif universel. C'est le bien commun universel. Et là, c'est une question évidemment très difficile parce que chaque État prétend, et avec raison, poursuivre le bien commun de la société dont il a la responsabilité. Mais la vision de l'Église est plus large et il faut voir aussi le bien commun universel et pas simplement le bien commun de la France, de la Grèce, de l'Allemagne ou de l'Angleterre, mais le bien commun de la famille humaine. Voilà. Et on peut souligner que le pape François a mis aussi en avant un droit qui n'est pas assez pris en compte au niveau international, c'est le droit à ne pas avoir à émigrer. Il l'a mis en avant dans son message pour la Journée mondiale du réfugié et du migrant en septembre dernier. Père Mélon, puisque vous évoquez la situation en France, je voudrais que vous nous partagiez votre regard sur ces tensions qui existent et cette préoccupation des Français qui sont attentifs à ce que comment le dire? Que la France n'accueille pas plus que ce qu'elle pourrait pour préserver aussi sa manière de vivre, son identité et sa culture. Alors là, c'est une question difficile et qui m'amène à être un peu polémique vis-à-vis des journalistes, dont vous ne faites pas partie vous-même, ni KTO, bien sûr, mais ce qui me frappe, c'est le fossé, mais c'est une fracture énorme entre ce que croit l'opinion publique et puis ce que découvrent les chercheurs. Et je ne parle pas des chercheurs idéologiques mus par non, des gens qui passent
des années à faire une thèse ou des enquêtes, etc., sur les réalités migratoires, tous aboutissent à des conclusions qui n'ont rien à voir. Mais vraiment, là, c'est pas une expression exagérée, qui n'ont rien à voir avec ce que croit la majorité des Français. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que la France est le pays d'Europe qui accueille le plus, alors qu'en fait, c'est un de ceux qui accueille le moins, en proportion, hein, attention, je ne parle pas en chiffre absolu. Voilà, il y a énormément de réalités qui ne sont pas connues de l'opinion publique. Et alors, il suffit de mettre le projecteur sur les régions où les migrants sont particulièrement plus nombreux qu'ailleurs. Hein. Par exemple, la Seine-Saint-Denis. Moi, j'habite à Saint-Denis dans un HLM avec ma communauté jésuite depuis 20 ans. Bon, ça me donne un regard assez différent de ceux qui sont au fond d'une région où parfois on n'a même pas vu de migrants. Et malgré ça, c'est souvent les régions les plus hostiles où s'exprime dans les sondages ou dans les votes une certaine hostilité vis-à-vis de la migration. Donc, avant de recourir à des notions qui, à mon avis, sont floues et pas très exactes comme l'identité, je dirais simplement l'information. Aller contre les fake news concernant la migration qui sont, hélas, très nombreuses et propagées de manière volontaire par les courants anti-migrants qui se sont développés depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années en France. Père Christian Mélon, pour conclure, quelle est selon vous la vocation des chrétiens devant ce défi et puis votre aspiration pour 2024? Alors, la vocation des chrétiens, c'est d'une part de s'informer, lutter contre les fake news, et il y a tous les outils qu'il faut. Je pourrais vous donner des sites sur lesquels on peut les trouver. Si on a un esprit de chercheur, on peut aller voir dans l'INED ou l'Institut démographique ou dans l'INSEE, etc., pour avoir les vrais chiffres. Puis sinon, il y a des bons bouquins de vulgarisation qui disent les choses. Donc, premièrement, cesser de colporter des choses fausses à propos des migrants. Deuxièmement, ne pas perdre une occasion de rencontrer les personnes. Beaucoup de gens ont des idées sur l'immigration alors qu'ils n'ont jamais rencontré un migrant. Et donc, que des paroisses, que des mouvements chrétiens organisent, facilitent le fait tout simplement de rencontrer, ne serait-ce qu'à la fin de la messe, au lieu de se disperser, parler un moment, organiser un repas, etc. Ou bien alors franchir un pas peut-être plus exigeant, mais qui n'est pas très compliqué si on a une maison suffisamment grande, c'est JRS, Jesuit Refugee Service, avec son programme Welcome, qui permet d'accueillir chez soi pendant un mois ou 5 semaines un demandeur d'asile. Et puis, c'est tout. On n'a pas à faire quoi que ce soit d'autre que de lui fournir le vivre et un toit et de quoi manger. Voilà. Des choses comme ça, ça me paraît aller dans le bon sens parce que dès qu'on connaît, il y a beaucoup de préjugés qui tombent et d'idées fausses qui disparaissent. Vous êtes membre du CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale animé par les jésuites. Je donne d'ailleurs votre site internet également pour ceux qui souhaiteraient pouvoir retrouver vos analyses, vos textes et les travaux du CERAS. C'est ceras-projet.org. Un grand merci d'avoir été avec nous en ce début d'année.